rejoint par Paul Boisson. Paul, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Paul, vous êtes responsable offre plateformisation chez Hippon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Paul, peut-être avant de rentrer dans le détail, rappelez-nous qui est Hippon. Alors Hippon, c'est une société de services qui est née en 2002, qui a été créée par Stéphane Nomis, ancien judoka. Et puis on a deux comme quoi, ça mène à tout. Ça mène à tout, effectivement, le sport. Et puis c'est quelque chose qui se retranscrit dans notre société, donc l'ADN sport, etc. Et puis on a plusieurs cœurs de métier, notamment on fait de la data, on commence à faire de l'IA, on fait beaucoup de cloud, on fait du développement, on fait plein de choses. Bon, c'est plein de choses, on va en parler. J'ai envie de parler de tendance avec vous, justement. Vous l'avez dit, vous êtes une ESN. On a eu d'abord un premier témoin qui nous a expliqué justement la stratégie. C'était le cœur des questions que posait mon collègue Alessandro. Quelles sont les grandes tendances que vous observez actuellement sur le cloud, en matière de cloud chez vos clients? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le cloud, ça a pris une part très importante dans notre métier, dans la tech. Aujourd'hui, le marché du cloud, c'est un marché à plus de 700 milliards de dollars dans le monde. Alors, le gâteau est en partie chez les Américains, on va dire. Une grosse partie, donc entre 60 et 70% chez les Américains, et en tête, c'est AWS avec 30%. Et une petite partie qui est non négligeable non plus, mais qui est chez les Européens, mais c'est seulement 15%. Et aujourd'hui, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, notamment avec l'apparition de l'IA, les questions de souveraineté, les problèmes géopolitiques actuels, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais le cloud, c'est un outil technologique, mais c'est aussi un outil géopolitique. Donc c'est intéressant de s'y intéresser, il faut arriver à suivre aussi tout ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je vois 4 grandes tendances. Les tendances principales. La première, très simple, je ne vais pas m'avancer beaucoup là-dessus, mais on va continuer à migrer sur le cloud. La première tendance, ça va être ça, c'est qu'aujourd'hui, le cloud a fait ses preuves. C'est un super outil pour les entreprises, pour les développeurs, c'est une boîte à outils formidable. Et on va continuer à y aller. Alors ça existe depuis plus de 20 ans, le cloud public, mais il y a eu une grosse accélération avec le Covid. Et là, ça va s'intensifier avec tout ce qui est autour de l'IA, etc. La deuxième grande tendance, pour moi, ça va être que les gens vont commencer à réaliser, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, ils vont commencer à réaliser que le cloud, c'est pas si magique que ça. Souvent, le cloud, c'est vendu comme la solution miracle à tous vos problèmes. Sauf que ça ne résout pas les problèmes organisationnels, ça ne résout pas les problèmes de compétences, et justement aussi ça demande un certain nombre de compétences qu'on oublie. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, une fois migrées vers le cloud, se rendent compte que ils gèrent mal leurs coûts, que derrière, en fait, ils ont peut-être donné trop d'autonomie à leurs développeurs sur la partie cloud, et derrière, en fait, on se retrouve avec des SI qui sont un peu hétérogènes, et c'est pas si rose que ça. Et ils commencent à être déçus. Alors, déçus pas pour les bonnes raisons. En général, les providers américains, surtout eux, sont très attirants pour nous faire venir sur le cloud. Ils nous mettent à disposition des financements, des profils techniques, quasiment gratuitement. Mais une fois qu'on est livré à nous-mêmes, il faut faire tout un tas de choses qu'on ne maîtrisait pas auparavant. Oui, c'est pas complètement automatique. Voilà, c'est pas automatique, et on s'en rend compte une fois migré. Et du coup, dans ce cas-là, il peut se passer deux choses. Soit, peut avoir des cas où l'entreprise va essayer de faire un retour en arrière et passer sur d'autres solutions parce que le cloud, ça ne lui a pas plu. Ou alors, elle va jouer le jeu et va se dire, en fait, maintenant que je suis sur le cloud, je vais monter en compétences et mieux le maîtriser. La troisième tendance aussi, qui est assez évidente, c'est l'utilisation de l'IA. Aujourd'hui, le cloud, c'est principalement utilisé pour héberger des applicatifs. D'ici peut-être 4-5 ans, le principal facteur de migration vers du cloud, ça va être l'IA, forcément. Parce que les hyperscalers américains, ils nous mettent à disposition tout un tas d'outils, ils nous mettent à disposition des capacités de calcul, de stockage quasiment infinies, et c'est un gros avantage pour l'innovation aujourd'hui, et forcément ça va impacter notre utilisation du cloud. Et les experts s'avancent un petit peu, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, mais ils annoncent que l'utilisation du cloud va au moins tripler d'ici 2030, ce qui peut se comprendre. Enfin là, comme on voit l'évolution en ce moment, effectivement, on a oublié tout ce qui est FinOps, Green IT, c'est plus à la page. Et là, vraiment, on consomme à foison. C'est une façon de faire. Et la quatrième tendance, ça va être le souverain. Alors, c'est le grand sujet du moment. Parce que, comme je vous ai dit, le cloud, c'est un outil politique aussi, en plus d'être un outil technologique. Et beaucoup de groupes, surtout, et
et d'entreprises qui se doivent de respecter certaines réglementations prennent ce sujet très au sérieux. Et effectivement, il y a l'émergence du cloud souverain qui arrive. Il y a des initiatives comme Sens, Blue, même le AWS essaye de créer son cloud souverain qui vient se rajouter au cloud souverain historique, on va dire, européen, comme OVH, par exemple. Et du coup, voilà, c'est le grand sujet du moment, c'est la souveraineté, en plus du sujet de l'IA. J'aimerais qu'on s'arrête sur un des éléments que vous avez mentionné, qui était celui du FinOps. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on parlait de cloud au tout début, lorsque les éditeurs et les fournisseurs parlaient de cloud, ils mettaient l'économie vraiment au centre du discours. On en a parlé un peu plus tôt. On sait qu'aujourd'hui, un cloud mal géré peut coûter assez cher, mal supervisé en tout cas, peut coûter cher. Aujourd'hui, les clouders parlent plutôt de performance, de fonctionnalité, de service. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement dans leur discours ? Alors, on va dire que dans les 20 dernières années, technologiquement, on n'a pas non plus fait un bond phénoménal. Le cloud, c'est un super outil, mais ce n'est pas une révolution technologique en tant que telle. Parce que les technos qu'il y a derrière, c'est des technos qui existent depuis peut-être 30 ans, 40 ans. J'étais même pas né. Et j'ai un collègue qui se moque de moi à chaque fois. Il dit, t'es ingénieur cloud. Moi, je faisais la même chose il y a 20 ans, mais directement sur les machines. Et effectivement, en fait, ça n'a pas révolutionné ça a révolutionné notre façon de consommer du compute, du stockage, etc. Mais par contre, c'était pas un bond technologique. Du coup, je pense qu'on s'est un peu ennuyé aussi. Et le moyen pour les entreprises de générer plus d'argent, de revenus, c'était d'optimiser l'existant. Donc effectivement, on s'est intéressé au FinOps, au Green IT, à ces choses-là, mais pour optimiser les revenus des entreprises. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, on nous fait la promesse que grâce à l'IA, on va générer beaucoup plus de revenus, quoi qu'il en coûte. Et c'est un peu ça, moi, ma vision, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une optique de consommer plus pour gagner plus. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il y a un changement en ce moment. Je ne sais pas si c'est pour le bon, je ne m'avancerai pas dessus. On nous le dira. Mais on nous le dira. Mais voilà, c'est ma vision sur ce sujet-là. Je voulais aussi qu'on revienne sur la tendance du cloud que vous avez mentionné un peu plus tôt. Comment en parlent vos clients et qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui sur cette question de souverain ou d'autonomie stratégique pour utiliser une expression qui est celle du CIGREF? Alors, on va dire qu'il y a deux types de clients. On va dire d'un côté, les clients qui, d'office, sont soumis à des réglementations fortes. Par exemple, les banques, les acteurs du public. Et du coup, eux, ils ont été habitués à une certaine rigidité au niveau de l'innovation, parce qu'ils sont soumis à des procédures plus rigides, qui prennent plus de temps. Et du coup, pour eux, le cloud souverain, ça devient une opportunité de basculer sur du cloud, d'avoir à disposition plus de services, plus d'outils, plus de capacités aussi. Et pour eux, c'est vraiment une opportunité. Et du coup, là où ils nous attendent, c'est d'être en mesure de les accompagner, comme on faisait pour nos clients, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire les accompagner sur des migrations cloud, mais cette fois-ci sur des clouds d'un autre type qui sont souverains et qui sont un peu plus rigides. Et de l'autre côté, on a les acteurs plus classiques qui, eux, n'étaient pas soumis à des réglementations aussi strictes, qui voient les clouds souverains comme une curiosité. Ils s'y intéressent pas fortement aujourd'hui. Enfin, ils s'y intéressent, mais comme de la veille technologique, mais pas en tant que stratégie vraiment de basculement, de choses comme ça. Ils s'y intéressent, mais je pense qu'ils redoutent aussi, c'est les potentielles réglementations qu'il va y avoir derrière. Si un jour on nous impose à toute entreprise française de passer sur du cloud souverain, là, effectivement, il va falloir être prêt. Et du coup, là où ils nous attendent, c'est d'être en mesure de réagir, donc de nous intéresser, de faire la veille aussi pour eux, pour les accompagner si jamais ça arrive. Il nous reste moins d'une minute et j'ai encore deux questions. Rapidement, Paul, est-ce que vos clients opposent cloud classique, j'ai presque envie de dire, et cloud souverain? Est-ce qu'ils y voient plutôt un nouveau moyen de combiner deux types de solutions? Alors, les clients, on va dire, plus rigides, donc ceux du public ou des banques, etc., ils voient ça comme une opportunité, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux que les hyperscalers pour innover. Donc, il y a des tendances qui apparaissent, et les tendances un peu hybrides. On va innover sur de l'hyperscaler, mais par contre, quand on va devoir mettre en production, on va passer sur du souverain qui sera plus rigide, mais ça permettra d'innover tout en mettant en production des choses plus fiables, plus sécurisées. Donc, ça permet de tirer le meilleur parti des deux mondes. Du côté des acteurs classiques,
ils voient ça un peu. Alors on peut avoir tendance à voir ça comme le cloud souverain comme un retour en arrière. Effectivement, c'est un peu moins fourni en service, c'est un peu moins attirant. Et du coup, ça peut être considéré comme une régression. On n'espère pas, mais ça peut être considéré pour certains comme une régression technologique. Une toute dernière question, Paul, avec une réponse très rapide. Qu'est-ce qui peut, d'après vous, empêcher aujourd'hui un client de basculer vers une offre souveraine ? C'est vraiment cette notion d'avoir moins de services et de retour en arrière. Aujourd'hui, c'est vrai que si on passe sur du souverain, ça va nous demander d'avoir une certaine sobriété. Et je pense que c'est pas plus mal aussi, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on développe dans tous les sens. Il y a des services qui sortent un peu partout. On consomme beaucoup. Et le passage vers le souverain, c'est vrai que ça va nous demander de repenser un peu notre façon de faire et de voir si est-ce qu'on a vraiment besoin de développer autant de choses. Est-ce qu'on a besoin d'un chatbot pour créer un événement dans un agenda ? Je ne suis pas sûr. Mais faut aussi, ça va nous forcer à être plus raisonnable sur notre façon de consommer. Ça peut être pour le mieux. Merci beaucoup.